Les secrets de famille sont souvent les plus lourds à porter. Parfois, les personnes que nous croyons connaître le mieux nous sont en réalité les plus étrangères. L'histoire qui suit est celle d'une découverte bouleversante, un témoignage sur les vérités cachées qui ne se révèlent parfois qu'après la mort, lorsque le silence des vivants laisse place au murmure du passé. Je m'appelle Sarah Martinez, et ce que j'ai appris lors de l'enterrement de ma mère, il y a 3 mois, a ébranlé toutes mes certitudes. Ma mère, Patricia Martinez, s'est éteinte à l'âge de 67 ans, des suites de complications liées à une longue maladie cardiaque. Pour la plupart des habitants de notre petite ville de Millbrook, elle n'était qu'une femme ordinaire. Secrétaire dans une école pendant 30 ans, plutôt réservée, elle m'avait élevée seule après que mon père nous eut quittés alors que je n'avais que 7 ans. Mais il y avait une réalité que personne ne connaissait. Ma relation avec ma mère était, pour le dire poliment, complexe. Durant mon enfance, Patricia était distante, critique et émotionnellement inaccessible. Elle ne montrait que rarement de l'affection, n'assistait jamais aux événements scolaires et semblait bien plus captivée par ses feuilletons du soir que par les conversations avec sa fille unique. J'ai passé une grande partie de mon enfance à me demander ce que j'avais bien pu faire de mal pour que ma propre mère me traite avec une telle indifférence. Les mères de mes amis préparaient des gâteaux, aidaient aux devoirs et offraient des étreintes réconfortantes. La mienne levait à peine les yeux de ses mots croisés lorsque j'essayais de lui raconter ma journée. En grandissant, notre relation ne s'est pas améliorée. Elle a manqué ma remise de diplôme du lycée sous prétexte qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a ignoré la petite fête pour mon admission à l'université. Et lorsque je me suis mariée, il y a 5 ans, elle est restée assise au dernier rang, l'air visiblement ennuyé durant toute la cérémonie. Le point de rupture est survenu 2 ans avant son décès. Je venais de faire une fausse couche, ma première grossesse. Anéantie, je l'ai appelée, espérant trouver un peu de réconfort maternel. Sa réponse fut glaciale, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Tu t'en remettras. Puis, sans transition, elle a changé de sujet pour se plaindre du chien bruyant de sa voisine. Après cette conversation, j'ai pris la décision douloureuse de limiter nos contacts. Nous nous contentions d'échanger des cartes d'anniversaire et de brefs appels pour les fêtes, rien de plus. Quand elle est tombée malade, j'ai accompli mon devoir de fille. Je lui ai rendu visite à l'hôpital, j'ai aidé à organiser ses soins. Mais le lien émotionnel était rompu. Ainsi, lorsqu'elle est décédée en octobre dernier, j'ai ressenti un vide. Pas le chagrin déchirant que l'on attend à la perte d'un parent, mais une simple sensation de creux. J'étais triste de n'avoir jamais eu la relation mère-fille dont j'avais toujours rêvé, mais je n'étais pas anéantie par sa disparition. L'organisation de ses funérailles fut une expérience solitaire. Patricia n'avait pas d'amis proches à ma connaissance, pas de famille élargie avec qui elle gardait contact, et n'avait laissé aucune instruction pour ses dernières volontés. Le directeur des pompes funèbres, M. Henderson, était compatissant mais ne cessait de me demander si d'autres proches souhaitaient prendre la parole. « Il n'y a que moi », lui répétais-je. Elle était très secrète. Nous avons opté pour une cérémonie simple à l'église communautaire de Millbrook, non par ferveur religieuse, mais parce que c'était le seul lieu approprié dans notre petite ville. Je m'attendais à avoir une 12aine de personnes tout au plus. Quelques anciens collègues de l'école, des voisins, et c'est tout. La notice nécrologique que j'ai rédigée était brève et factuelle. Patricia Martinez, 67 ans, décédée paisiblement des suites d'une longue maladie. Elle a travaillé 30 ans comme secrétaire à l'école primaire de Millbrook. Elle laisse derrière elle sa fille, Sarah Martinez Thompson. Je n'ai rien mentionné sur le fait qu'elle ait été une mère aimante ou une amie dévouée. Honnêtement, je ne pouvais me résoudre à écrire des mots qui sonnaient faux. Même dans la mort, je ne pouvais prétendre que notre relation avait été autre chose que ce qu'elle était. Le jour des funérailles arriva. Un matin de novembre, froid et gris, qui semblait le reflet parfait de la vie qu'elle avait menée. Du moins, c'est ce que je croyais. En arrivant à l'église 1 heure avant la cérémonie, j'ai été stupéfaite de voir le parking presque plein. Des voitures que je ne reconnaissais pas s'alignaient dans la rue. Des gens vêtus de sombre se dirigeaient vers l'entrée, beaucoup portant des fleurs. Confuse, je me suis approchée de M. Henderson. « Excusez-moi, c'est bien pour Patricia Martinez ?» Je n'attendais qu'une 10aine de personnes. Il m'a souri avec douceur. « Il n'y a pas d'erreur, ma chère. La nouvelle s'est répandue. Il semble que votre mère ait touché plus de vie que vous ne l'imaginiez. » Je suis entrée dans l'église et me suis figée sur place. Le sanctuaire était noir de monde. Il devait y avoir au moins 150 personnes. Des familles avec des enfants, des couples âgés, des adultes de tous âges, des visages que je n'avais jamais vus de ma vie. Tous réunis pour les funérailles de ma mère. Autour du cercueil, à l'avant, s'amoncelaient plus de compositions florales que je ne pouvais en compter. Des bouquets magnifiques,
des gerbes élégantes et des arrangements faits main emplissaient l'espace. Le directeur avait dû installer des chaises supplémentaires pour accueillir la foule. Je suis restée là, dans un silence stupéfait, essayant de comprendre ce que je voyais. Qui étaient tous ces gens? Comment connaissaient-ils ma mère? Et pourquoi ne m'avait-elle jamais parlé d'eux? Quand la cérémonie a commencé, ma confusion n'a fait que s'intensifier. Le pasteur, le révérend Williams, a parlé de ma mère avec une chaleur et une familiarité qui m'ont surprise. Patricia Martinez était un pilier de notre communauté, a-t-il dit. Bien qu'elle n'ait jamais cherché la reconnaissance pour ses innombrables actes de bonté, son impact sur la vie de ceux qui l'entouraient était incommensurable. Des actes de bonté? Me suis-je demandé. Parlons-nous bien de la même Patricia Martinez? Puis, quelque chose d'inédit s'est produit. Des gens ont commencé à se lever pour partager leurs souvenirs. Un par un, des inconnus se sont avancés vers l'autel pour parler de la femme qu'ils connaissaient. Une femme qui ne ressemblait en rien à la mère qui m'avait élevée. Madame Chen, une dame asiatique âgée que je n'avais jamais vue, fut la première à prendre la parole. Les larmes aux yeux, elle a raconté comment ma mère l'avait aidée à apprendre l'anglais lorsqu'elle était arrivée en Amérique 15 ans plus tôt. Patricia, elle venait chez moi tous les mardis et jeudis soirs. Elle apportait des livres. Elle m'aidait avec les papiers administratifs. Jamais elle n'a demandé d'argent. Quand mon mari est tombé malade, elle nous a conduits à l'hôpital de nombreuses fois. C'était un ange. J'étais pétrifiée sur mon banc. Ma mère aidait quelqu'un à apprendre l'anglais? Elle conduisait des gens à l'hôpital? C'était une révélation. Ensuite, un jeune homme nommé Marcus s'est levé. Il semblait avoir une vingtaine d'années, bien habillé et sûr de lui. Madame Martinez m'a probablement sauvé la vie, a-t-il déclaré d'une voix forte et claire. Quand j'étais au lycée, je traversais une période très sombre. Elle a remarqué que j'allais mal. Elle a commencé à rester après le travail pour me donner des cours de soutien, pas seulement en matière scolaire, mais des leçons de vie. Elle m'a aidé à remplir des demandes de bourse universitaire, m'a conduit à des entretiens, et quand j'ai été acceptée à l'université d'État, elle a été la première personne à me féliciter. Il marqua une pause, luttant visiblement contre l'émotion. Elle est venue à ma remise de diplôme alors que ma propre famille n'avait pas pu faire le déplacement. Elle était assise au premier rang, et c'est elle qui a applaudi le plus fort quand on a appelé mon nom. Je suis devenu enseignant grâce à son exemple, et aujourd'hui, je travaille dans la même école qu'elle. Chaque jour, j'essaie d'être pour mes élèves la moitié du mentor qu'elle a été pour moi. Mon cœur battait la chamade. Ma mère donnait des cours de soutien? Elle assistait à leur remise de diplôme? Pourquoi n'avais-je jamais rien su de tout cela? Les témoignages se sont succédés, chacun plus choquant que le précédent. Une mère célibataire, Jennifer, a raconté comment ma mère avait discrètement aidé sa famille pendant une période financière difficile, apportant des courses et l'aidant à garder ses enfants, sans jamais leur faire sentir la moindre honte. Un homme âgé, Frank, a expliqué qu'elle lui avait rendu visite chaque semaine après le décès de sa femme, lui apportant de la soupe maison et s'asseyant simplement avec lui pour qu'il ne soit pas seul. Une adolescente, Emma, a partagé que ma mère finançait en secret son matériel de dessin depuis 2 ans, car sa famille n'en avait pas les moyens et que ma mère croyait en son talent. Histoire après histoire, chacune révélait une facette de Patricia Martinez qui m'était totalement étrangère. Cette femme qu'il décrivait était compatissante, généreuse, impliquée et attentionnée. Tout ce que ma mère n'avait jamais été pour moi. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens se dirigeaient vers le cimetière, j'étais submergée, confuse. Je marchais comme dans un rêve, essayant de réconcilier la femme que tout le monde célébrait avec la mère froide et distante que j'avais connue. C'est alors que je l'ai entendue. 2 femmes se tenaient juste derrière moi. L'une d'elles a murmuré à l'autre, « Je ne comprends pas pourquoi la fille a l'air si perdue. Elle n'a même pas été une bonne mère pour Sarah. Mais regarde tous ces gens dont elle a changé la vie. » Je me suis légèrement retournée, mais il y avait des dizaines de personnes derrière moi. La seconde femme a répondu à voix basse. Patricia m'a dit un jour qu'elle regrettait de ne pas avoir été la mère que Sarah méritait. Elle disait qu'elle était trop brisée par sa propre enfance pour savoir comment aimer correctement, mais qu'elle était déterminée à compenser en aidant les enfants des autres. Mon souffle se coupa. Ma mère parlait de moi? Elle avait des regrets? La première femme continua, elle finançait 3 bourses universitaires chaque année, anonymement. Et elle était bénévole au centre pour les victimes de violences conjugales, aidant des femmes qui lui rappelaient qui elle était quand le père de Sarah. La seconde femme l'interrompit, visiblement mal à l'aise. Mais j'en avais entendu assez pour que mon monde bascule. Après que la plupart des gens eurent quitté le cimetière, je suis restée assise, fixant le cercueil de ma mère. Madame Chen s'est approchée de moi avec hésitation. « Vous êtes Sarah », a-t-elle dit, comme une affirmation.
J'ai hoché la tête, encore trop choquée pour parler. Votre maman, elle parlait de vous tout le temps, a-t-elle poursuivi. Elle était si fière de vous. Elle m'a montré la photo de votre mariage, de votre diplôme. Elle gardait les coupures de journaux quand vous aviez une promotion au travail. Elle gardait des coupures de journaux sur moi? Ai-je réussi à articuler? Madame Chen a acquiescé avec ferveur. Oh oui, elle avait tout un album. Elle disait que vous étiez si intelligente, si forte, si belle. Elle disait qu'elle avait peur de vous avoir abîmée quand vous étiez petite. Qu'elle n'était pas une bonne maman parce que sa propre mère n'avait pas été bonne avec elle. Mes yeux se sont remplis de larmes. Elle ne m'a jamais rien dit de tout ça. Elle avait peur, dit simplement Madame Chen. Elle pensait que vous la détestiez. Elle préférait rester à l'écart plutôt que de vous faire plus de mal. Marcus, le jeune enseignant, nous a rejoints. Madame Martinez parlait de vous pendant nos séances de soutien, dit-il doucement. Elle m'a dit que son plus grand regret était de ne pas avoir su comment montrer son amour à sa propre fille. Son père était violent, sa mère était froide, et elle était terrifiée à l'idée de répéter ces schémas avec vous. Il s'assit à côté de moi. Elle a dit que le jour où vous avez cessé d'appeler régulièrement, elle a compris qu'elle avait échoué en tant que mère. Mais au lieu de se battre pour arranger les choses, elle a décidé de verser tout son amour en aidant les enfants des autres. Elle pensait qu'il était trop tard pour réparer les dégâts. Je pleurais ouvertement maintenant. Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Jennifer, la mère célibataire, s'était jointe à notre petit groupe. Elle pensait que vous étiez mieux sans elle. Elle m'a dit un jour que vous étiez devenue une femme formidable malgré ses échecs, et elle ne voulait pas s'immiscer dans votre vie au risque de perturber votre paix. Elle avait tort, ai-je murmuré. J'aurais écouté. J'aurais essayé de comprendre. Au cours de l'heure qui a suivi, chaque personne qui s'arrêtait pour me parler ajoutait une pièce au puzzle de la vie secrète de ma mère. J'ai appris qu'elle était bénévole dans un refuge pour femmes battues depuis plus de 10 ans. Qu'elle ne s'était jamais remariée parce qu'elle était trop concentrée à s'assurer qu'aucun autre enfant ne se sente mal aimé comme elle craignait que je l'ai été. Le révérend Williams a révélé qu'elle était la donatrice anonyme qui finançait le programme d'aide aux devoirs de l'Église pour les jeunes à risque. Mais la révélation la plus choquante est venue de M. Henderson, le directeur des pompes funèbres. Votre mère a prépayé la totalité de ses funérailles il y a 5 ans. Elle a aussi laissé des instructions pour que, si plus de gens que prévu venaient, ces fonds supplémentaires soient utilisés pour offrir un repas à tout le monde après la cérémonie. Il m'a tendu une enveloppe. Elle m'a demandé de vous la remettre après le service. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite de sa main et une clé. Ma chère Sarah, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'espère que la cérémonie t'a montré une partie de ce que j'ai essayé de devenir ces dernières années. Je sais que je n'ai pas été la mère que tu méritais. J'étais brisée d'une manière que je ne comprenais pas à l'époque, et j'ai transmis cette fêlure au lieu de l'amour dont tu avais besoin. Ma propre enfance a été marquée par la violence et l'abandon, mais ce n'est pas une excuse. J'avais si peur de te blesser comme j'avais été blessée que je me suis complètement refermée, pensant que la distance était plus sûre que le risque. J'avais tort. Quand j'ai compris mes erreurs, tu étais déjà devenue une femme forte et accomplie, et je me suis convaincue que tu étais mieux sans moi. Alors, j'ai passé les 15 dernières années à essayer d'être, pour les enfants des autres, la personne que j'aurais dû être pour toi. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste que tu saches qu'il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à toi, sans que je sois fière de toi. La clé dans cette enveloppe ouvre un box de stockage, l'unité 247. À l'intérieur, tu trouveras des albums de ta vie, des lettres que je n'ai jamais osé envoyer, et la documentation de la fondation que j'ai créée en ton nom, la Fondation éducative Patricia et Sarah Martinez. Elle offre des bourses complètes à 3 étudiants issus de milieux difficiles chaque année. Je voulais que ton nom soit associé à quelque chose de bien dans ce monde. Je sais que tu me détestes probablement, et je le comprends. Mais j'espère qu'un jour, tu pourras être fier que, même si j'ai échoué en tant que mère, j'ai essayé de t'honorer en aidant les autres. Avec tout mon amour, toujours, maman. P.S. Madame Chen a été pour moi la mère que je n'ai pas su être pour toi. Si tu veux comprendre qui je suis devenue, passe du temps avec elle. 3 jours plus tard, je me suis rendue au box de stockage. Ce que j'y ai trouvé a tout changé. Le box était un sanctuaire. Des dizaines d'albums photos et de scrapbooks documentaient chaque étape de ma vie. Un album était intitulé « Le jour du mariage de Sarah ». Il contenait non seulement les photos officielles, mais aussi des dizaines de clichés pris à la dérobée depuis le fond de l'église. Elle avait engagé un photographe pour capturer les moments qu'elle ne pouvait pas voir. Mais la découverte la plus déchirante fut une boîte de lettres. Des centaines,
Toutes pour moi, jamais envoyées. Je me suis assise par terre et j'ai lu, des heures durant. Des excuses, des félicitations, des regrets. Dans l'une d'elles, elle écrivait « Je t'ai vu au supermarché aujourd'hui. Tu ne m'as pas vu. J'ai vu ta patience avec un vieil homme. J'étais si fière que tu sois devenue si bonne, malgré mon exemple. » Au cours des semaines suivantes, j'ai contacté les gens des funérailles. J'ai appris l'étendue de sa générosité, de son dévouement. J'ai contacté le refuge pour femmes et la directrice m'a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. Mon père avait été violent. Ma mère avait vécu dans la terreur. Tout ce qu'elle faisait était motivé par l'amour pour vous, m'a-t-elle dit. Elle ne savait simplement pas comment l'exprimer sainement, car elle n'avait jamais connu d'amour sain elle-même. Elle aidait les enfants du refuge à comprendre que parfois, les parents sont trop brisés pour aimer correctement, mais que cela ne signifie pas que les enfants ne sont pas dignes d'amour. Une leçon qu'elle n'a jamais su m'enseigner directement. Le murmure que j'ai entendu à l'enterrement était juste. Elle n'a pas été une bonne mère pour moi, au sens traditionnel du terme. Mais elle était une femme qui, brisée par son passé, a choisi la distance émotionnelle plutôt que de risquer de répéter un cycle de violence. C'était le mauvais choix, mais il venait d'un amour maladroit, craintif, mais un amour quand même. Et quand elle a finalement appris à aimer, elle a cru qu'elle avait perdu le droit de diriger cet amour vers moi. Le paradoxe tragique est que j'aurais accueilli ses tentatives. J'aurais écouté, j'aurais compris. Mais elle était trop effrayée pour essayer, et j'étais trop blessée pour faire le premier pas. Nous avons donc vécu toutes les deux avec un chagrin qui n'avait pas lieu d'être.